Et salut à tous, comme tous les jours à 17 h, on se retrouve pour parler MMA. On est le mercredi 29 novembre 2023 et aujourd'hui au programme, la pré-analyse de Dan Hardy sur le combat entre Tsarukyan et Dariush. On parlera aussi des nombreuses déclarations de Dana White, notamment celles qui concerneraient un super fight, on n'en sait pas plus. On a aussi le retour à l'entraînement de Rafael Fiziev et on a Raúl Rosas Jr. qui explique vouloir être beaucoup plus actif. On a de nombreuses autres informations, c'est parti. Et on commence avec la pré-analyse de Dan Hardy concernant le combat entre Tsarukyan et Dariush qui sera main event ce week-end, je le rappelle. Alors voilà, selon lui, Tsarukyan doit absolument éviter la bagarre avec Beneil Dariush. Il dit quand tu affrontes Beneil Dariush, tu peux être tenté de rester debout parce que le point fort de Dariush c'est le sol. Mais quand tu es Tsarukyan avec la lutte que tu possèdes, tu dois essayer d'aller lutter. Il dit si tu restes debout et que tu vas à la bagarre, tu risques de te faire éteindre ou alors de te faire dropper et de te faire prendre le dos une fois au sol, de te retrouver sur ton dos. Tsarukyan, ça reste un lutteur. Forcément, qu'être sur le dos, c'est pas ce qu'il a forcément envie. Il explique que la bonne stratégie pour Tsarukyan, c'est de faire beaucoup de feintes de takedown. Rentrer avec les poings, les jambes, feinter le takedown pour obliger Dariush à défendre. Il dit voilà, il faut obliger Dariush à défendre, l'empêcher d'avancer sur toi. Il dit comme ça, tu pourras placer des coups puissants à la tête. Selon lui, c'est la bonne stratégie pour Tsarukyan et peut-être même réussir le takedown, parce qu'à force de feinter le takedown, peut-être qu'à un moment, Dariush va plus y croire et ce sera le bon moment pour l'amener au sol. Puis comme on dit, quand tu feintes le takedown, l'adversaire va baisser les bras, ça va laisser de la place au visage. C'est vraiment pas bête comme stratégie. Et il explique par contre que pour Dariush, il doit faire en sorte de faire traîner le combat. Il dit il doit fatiguer Tsarukyan dans les premiers rounds. Même s'il est dominé, il doit forcer Tsarukyan à travailler parce qu'il y aura plus de place dans le round 4 et dans le round 5 pour contrer les amener au sol de Tsarukyan. Selon lui, ce que doit faire Beneil Dariush, c'est dans le round 4 et round 5, sprawler un takedown et tout de suite prendre le dos. Ou alors mettre Tsarukyan sur le dos et l'empêcher de scramble rapidement. C'est encore une très bonne stratégie parce qu'il dit voilà, Dariush, tout le monde dit qu'il a jamais fait de combat en 5 rounds. C'est vrai, Tsarukyan, il en a déjà fait, on l'a vu contre Gamrot, mais au moins Dariush, il sait à quoi s'attendre dans le round 4 et dans le round 5. Il a pu voir peut-être des fights chez Tsarukyan. Donc voilà, il explique que le début de combat va être très dur pour Dariush parce que Tsarukyan va lui mettre la pression. Il y a toujours le facteur de mettre un coup et de le coucher, mais tu peux pas miser une stratégie de combat là-dessus. Donc voilà, il le dit surtout si je suis Beneil Dariush, moi je fais traîner le combat, je force Tsarukyan à beaucoup travailler dans les premiers rounds, peut-être lui donner l'illusion qu'il pourrait terminer le combat, et comme ça il va baisser de rythme, et ce sera beaucoup plus simple de sprawler ses takedowns et d'aller prendre le dos, excusez-moi. Beneil Dariush aime bien prendre le dos et puis finir sur un étranglement. Donc écoutez, moi très honnêtement, je n'aurais pas fait cette analyse moi-même parce que pour moi c'est deux très gros grappleurs. Alors c'est vrai que je vois plus Tsarukyan mener le combat. Je serais assez étonné que ce soit Beneil Dariush qui donne le rythme, mais écoutez, pourquoi pas. Et puis Beneil Dariush, bah oui, peut-être faire traîner le combat round 4, round 5, mais est-ce que Beneil Dariush va avoir le jus une fois arrivé dans ses dernières reprises? Je ne sais pas, mais bon, Dan Hardy, il sait de quoi il parle, donc je trouvais que c'était assez intéressant de le souligner. Un petit mot maintenant de Marlon Vera. Je rappelle qu'il va affronter Sean O'Malley au mois de mars, donc on est au courant, maintenant ça va se passer à Miami, il est très satisfait de ça, il dit ouais Miami c'est très proche de l'équateur, ça va être un peu comme si je combattais à la maison. C'est pas faux non plus parce qu'on sait que Miami c'est une ville où ça parle beaucoup espagnol, il y a une grosse communauté hispanique, une grosse communauté d'Amérique du Sud, donc il va peut-être avoir la foule de son côté, ça va être bon pour lui, ça va être une super expérience. En parlant de Sean O'Malley, il a expliqué qu'il aimait pas la bagarre. Il dit Sean O'Malley c'est un combattant propre, si je lui mets la pression, si je cherche à lui faire mal sur toutes les frappes, je peux le briser. Il a dit moi le but c'est qu'il me supplie d'arrêter, j'ai envie de le détruire. Maintenant quand j'ai entendu ça, je me suis dit ouais attention, si tu jettes sur O'Malley, tu peux te faire contrer. O'Malley ça reste un très bon sniper selon moi, mais tout de suite il nous a rassuré, il a dit voilà, ce qu'a fait Aljamain Sterling c'est une grosse erreur, je sais pas pourquoi il s'est jeté comme ça sur O'Malley, il a fait ce qu'il fallait pas faire, c'est pas un combat de lutte, c'est pas un combat de grappling, c'est du MMA, tu peux te faire contrer et lui ça lui est arrivé. Il dit moi je vais surtout pas faire cette erreur là, moi je peux être dans la pocket comme on dit, c'est-à-dire je peux être au corps à corps à distance de poing sans me mettre trop en danger, je sais faire ça. C'est vrai aussi, ça fait partie de son style excusez-moi j'allais dire à O'Malley, à Vera. Maintenant, moi, franchement ça va être un combat super intéressant à voir parce que je pense que c'est Vera qui va avancer pour faire le combat contre O'Malley. O'Malley, je le vois utiliser ses mouvements, tourner, essayer de contrer. D'ailleurs, Vera, il l'a dit. Il dit ouais, je suis sûr qu'il va essayer de me contrer. Il a des bons mouvements de jambes.
je pense qu'il va chercher le contre, ou alors il va peut-être porter ses couilles et m'attendre au milieu de la cage et on va échanger comme ça. Bon là, je pense qu'il se fait un film, hein. Je vois pas du tout O'Malley mettre son titre en jeu avec une telle stratégie, surtout qu'O'Malley, il a aussi donné une interview, j'en parlerai un peu plus tard dans la semaine, il a dit que lui serait pas émotif. Il dit ouais, c'est vrai que Vera, j'ai vraiment envie d'avoir ma revanche, mais comptez sur moi, la semaine du combat, je suis froid, j'ai le sang froid, je vais pas laisser mes émotions m'envahir, et dans la cage, ça va pas se ressentir que j'ai vraiment envie de le battre un peu plus que les autres, puisque je le rappelle qu'il l'a battu. Il a aussi expliqué, Chito Vera, qu'il n'a pas mangé pendant 72 heures à son retour de New York. Je vous en avais parlé, la semaine de l'UFC à New York, il avait donné une interview. Il dit quand je suis rentré pour nettoyer mon corps un peu des excès, etc., pendant 72 heures, j'ai pas mangé. Il dit moi, je prends énormément de soin de moi. Je pense que le fait de jeûner pendant plusieurs jours, ça fait du bien. Et puis là, il fait un petit parallèle avec O'Malley. Il lui envoie un petit pic un peu facile, j'avoue. Il dit je te rappelle que moi, je suis clean. O'Malley s'est fait prendre pour dopage. Alors, on dit que c'est des compléments qui étaient contaminés. Peut-être ou peut-être pas, en tout cas si c'est le cas, c'est qu'il fait pas attention à ce qu'il met dans son corps. Ça c'est pas faux. On dit souvent GSP s'est jamais fait choper par des compléments contaminés. Alors on peut me dire les tests n'étaient peut-être pas les mêmes à l'époque, mais voilà, GSP, t'avais l'impression que c'était le mec, tout était carré, jamais il se serait fait avoir avec un truc comme ça. Il y a d'autres combattants à qui ça arrive, écoutez, peut-être qu'O'Malley il est pour rien là-dedans. Est-ce qu'il a vraiment triché? On le saura jamais. Je crois que la thèse qui avait été retenue c'était les compléments contaminés, hein, donc on va pas l'incriminer non plus. Et Michael Bisping lui dit est-ce que tu as la pression pour arriver dans ce rematch? Parce que moi j'ai beaucoup parlé avec Anthony Smith et il m'expliquait que quand il avait eu un rematch contre Ryan Spann, si je dis pas de bêtises, il avait gagné, il avait fini son adversaire au premier combat et il dit dans le rematch il avait la pression parce qu'il avait peur, il disait comment je vais pouvoir mieux faire? Et du coup ça l'a fait un peu cogiter. Et Chito Vera dit non moi pas du tout, chaque combat est différent, je sais que ça va le faire, mentalement je suis bon, donc ça rentre pas du tout en ligne de compte. Et puis en tout cas, pour finir, Michael Bisping il dit attention au surentraînement, on arrive au mois de décembre là, tu étais au courant depuis début novembre du combat, le combat il est au mois de mars, ça fait quand même beaucoup pour te préparer, est-ce que t'as pas peur de trop t'entraîner? Parce que toi je sais que t'es à la salle tous les jours. Il dit non là je suis bien conscient de ça, je fais très attention, en ce moment je m'entraîne mais pas trop, et puis on rentrera dans le dur pour le camp d'entraînement. Et je voulais quand même dire un petit truc qui peut être intéressant, c'est que le coach de Michael Bisping, c'était Parillo, je sais pas comment on dit, c'est le même que Vera, donc les deux se connaissent très bien, et Parillo, il a perdu sa salle là, très récemment, donc la salle est fermée, ils n'ont pas de salle actuellement pour s'entraîner. Et donc là, la nouvelle va réouvrir dans quelques semaines, apparemment ça va le faire pour le camp d'entraînement, mais sinon ça aurait pu être troublant pour un combattant, tu prépares ton championnat du monde, t'es pas dans ta salle habituelle, peut-être que tu vas prendre ta voiture pour conduire un peu plus loin, même si t'as ton coach, même si t'as ton équipe, c'est jamais très très bon, surtout que quand les salles ferment, des fois t'as des combattants qui partent et qui reviennent jamais, qui vont dans d'autres équipes, donc ça aurait pu jouer. Maintenant voilà, Vera il a dit non, en ce moment on s'entraîne un peu en extérieur, et puis de toute façon la salle elle va rouvrir une nouvelle salle très prochainement. Donc écoutez, combat que j'ai très hâte de voir. Maintenant on va avoir pas mal de nouvelles en vrac, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de choses qui sont tombées, je vais vous citer tout ça. Alors, t'as Paddy Pimblett qui dit qu'il voit que tout le monde sur internet dit que Ferguson va le battre. Il dit écoute, de toute façon, moi ce que je sais, c'est que même si je gagne, personne ne va me donner de crédit, tout le monde va dire que c'est normal, que Tony Ferguson est rincé, etc. Entièrement d'accord avec Paddy Pimblett, mais surtout ce qu'il y a, c'est que Paddy Pimblett, il est tellement détestable, il y a tellement de gens qui le détestent, que quoi qu'il fasse, de toute façon, ils seront pas contents. Mais il pourra jamais enlever le fait que oui, Tony Ferguson est en fin de carrière, il est sur une série de défaites terribles. Donc forcément, le battre ne va pas lui donner beaucoup de crédit, et puis perdre serait terrible pour lui. Donc il a un peu tout à perdre hein, dans ce combat à Paddy Pimblett. Ensuite, on a Derek Brunson qui est revenu sur son combat de ce week-end au PFL. Voilà, il a déclaré qu'il était un peu frustré de ne pas avoir pu mettre de coups de coude. Je rappelle que les coups de coude sont interdits au PFL. Le CEO, le Big Boss l'avait dit. Il dit c'est parce que quand tu fais une saison avec 4 combats, tu peux te prendre une coupure et puis ça traîne, tu peux pas bien t'entraîner. Bon écoutez, c'est un choix qu'ils ont fait. Moi personnellement, je trouve que le MMA c'est avec les coups de coude. Maintenant écoutez, je vais pas refaire l'histoire. Il dit s'il y a eu les coups de coude, je suis sûr que j'aurais pu le finir parce que j'ai été beaucoup en position dominante, en garde montée, et ça aurait fait la différence. Je pense que c'est possible en effet, ça aurait pu faire la différence. Maintenant il a quand même gagné, donc écoutez, il va pas se plaindre. Il a aussi parlé de Johnny Eblen qui est le champion des 185 livres du PFL. Il dit il a 14-0 mais il est pas très respecté, il a pas beaucoup de crédit, tout ça parce qu'il est pas à l'UFC. Donc ça c'est vrai, excusez-moi j'ai dit PFL, c'est Bellator, c'est au Bellator. C'est vrai que de toute façon quand t'es pas champion à l'UFC, les gens ne te donnent malheureusement pas trop de crédit, sauf si t'es très médiatisé, si tu mets des super finishes, tout ça, mais parfois ça ne suffit pas. Il a dit que lui serait intéressé pour affronter ce gars-là. C'est vrai que pour rebondir, il a jamais eu la ceinture à l'UFC. Affronter le champion du Bellator, ça pourrait être un beau nom à son tableau de chasse pour Derek Brunson.
Ensuite, on a Patricio Pitbull Freire qui a dit qu'il était très content du rachat du Bellator par le PFL. Il dit ouais, ça va faire plein de crossovers. Il dit ouais, moi j'étais content d'aller combattre les gars du Rising. Maintenant, on va pouvoir combattre les gars du PFL. J'espère qu'on pourra même aller combattre d'autres gars. Ben ouais, forcément, moi je suis plutôt d'accord avec ça. L'UFC ne le fera jamais, mais quand t'es une ligue juste en dessous de l'UFC, tu peux donner de l'intérêt à ton show en disant bah moi mon champion il va aller combattre le champion de tel mec, le champion du Rising, peut-être pourquoi pas le champion du One, etc. Ça peut donner de l'intérêt et puis bah les combattants ça leur fait un nom, ça leur fait de l'argent, donc c'est génial pour eux. Écoutez, avant de continuer avec le MMA, je vous propose de passer à la Minute Box. Première info de cette Minute Box, c'est Derek Chisora, boxeur britannique, qui demande lui aussi à affronter Francis Ngannou. Alors écoutez, je ne sais pas si son vœu va être exaucé parce que c'est pas le nom le plus ronflant. Bon, il est connu, Chisora, même moi qui suis la boxe anglaise de loin, j'en ai déjà entendu parler. Maintenant, voilà, Ngannou, je pense que les noms qui l'intéressent, c'est Wilder, Joshua, Fury, peut-être Usyk, je sais pas. Mais voilà, malheureusement, Chisora, il est un peu loin. Après, il a raison de demander, hein, on sait jamais. Et la deuxième et dernière info, c'est Shakur Stevenson. Voilà, qui dit à Ryan Garcia qu'il pourrait l'affronter. Il lui dit ouais, pourquoi pas, on pourrait se faire un combat. Donc la façon dont il le dit, c'est un peu provoquant, mais voilà, écoutez, c'est cool pour la boxe. C'est deux gros noms qui pourraient s'affronter et ça peut faire que du bien au sport. On retourne au MMA et la transition est parfaite, hein, puisque Dana White justement a émis des doutes quant au nombre de pay-per-view vendus pour les événements de boxe anglaise. Il dit ouais, j'entends des scores à 1 million, 1,3 million. Moi ça me semble un peu bizarre. Et d'ailleurs pourquoi les diffuseurs se retiraient, je rappelle que c'est Showtime et HBO je crois qui arrêtent de diffuser la boxe anglaise. S'ils vendent tant de pay-per-view, pourquoi ils arrêtent? C'est un bon point pour Dana White, bon ça lui permet aussi de tirer sur la boxe anglaise, mais on pourrait lui répondre à Dana White si on était taquin, si la boxe anglaise ne vend pas, pourquoi tu veux en diffuser de plus en plus sur le Fight Pass? Je vous rappelle qu'il y a 15 jours, 3 semaines, on en a parlé, il a dit qu'il voulait faire du Fight Pass une nouvelle place forte pour la boxe anglaise. Écoutez, si ça fonctionne pas, pourquoi le faire? Après, il nous répondrait qu'il va réhabiller le truc, qu'il va faire une production de dingue, les meilleurs combats, etc. Mais bon, écoutez, pour moi, ça fait partie de la guéguerre Dana White contre les promoteurs de boxe anglaise. Dana White, toujours lui, voilà, il dit ouais, on nous dit toujours qu'on paye mal nos combattants, qu'on les traite pas bien, mais regardez, Chandler, il a gagné tellement d'argent avec nous qu'aujourd'hui, il peut se permettre d'attendre McGregor, même si McGregor ne revient pas le mois prochain. C'est pas faux. Il dit puis John Jones, c'est pareil, hein, je vous rappelle qu'il a arrêté pendant 2 ans et demi, il a très bien vécu. Bon bah là je dirais, il nous cite des mecs qui sont l'élite. Alors Chandler, il a pas eu la ceinture undisputed comme on dit, mais voilà, il a pris des performances of the night, il a eu une grosse carrière au Bellator avant, donc il a peut-être mis de l'argent de côté aussi ici. Faut pas non plus s'attribuer tout le crédit. Maintenant voilà, Chandler c'est un gros nom, donc oui, il gagne de l'argent. Mais ce qu'on lui reproche à Dana White, c'est pas que les gros noms gagnent pas d'argent, c'est que les petits noms n'en gagnent pas assez. Mais ça après, j'ai envie de vous dire, c'est le business. Mais en tout cas, à travers cette déclaration, je comprends que c'est bien Chandler qui serait le prochain pour McGregor, hein. En tout cas, moi c'est ce que j'en retiens. Il a continué aussi en expliquant qu'ils sont en train de travailler sur un super fight. Il en a pas dit plus. Il a dit que c'est pas à propos de Conor McGregor, c'est autre chose. Alors écoutez, est-ce que c'est les débuts de Wilder en MMA? Je ne sais pas du tout. Mais écoutez, j'ai hâte de savoir la suite. Et puis pour terminer avec Dana White, il y a un auditeur qui lui dit oui, qu'est-ce que tu as pensé du combat entre Lewis et Almeida? Et il dit ouais, je peux pas donner de bonus pour le combat le plus chiant de la soirée, mais je pense que tout ce qu'on peut faire, c'est essayer d'oublier ce combat. Bah, c'est vrai que c'était pas le combat le plus fun. Après voilà, tu savais qu'un grappleur contre Derrick Lewis, ça peut tourner comme ça. Lewis sur le dos, il propose pas grand chose. Là, il avait survécu contre Almeida. Moi, il m'avait surpris, hein, je vous l'avais dit, je pensais qu'Almeida allait le finir assez rapidement à partir du moment où ça allait toucher le sol. Bah, c'est vrai que pour 90% des gens, c'était un combat chiant. Après, on est une petite minorité. Je vais pas dire qu'on a aimé, mais qu'on a au moins apprécié le travail au sol d'Almeida. Écoutez, ça peut pas marcher à tous les coups, c'est comme ça. Ensuite, on a Raúl Rosas Jr., vous savez, ce combattant qui a été le plus jeune à combattre à l'UFC. Voilà, il a dit qu'il voulait être beaucoup plus actif l'année prochaine, comme ça pour la carte du 16 septembre, qui aura lieu dans le Dôme, hein, à Las Vegas, je vous le rappelle, The Sphere d'ailleurs ça s'appelle. Ça sera le jour de l'indépendance du Mexique. Il dit comme ça, ce jour-là, je pourrais combattre pour une place dans le top 15 de la catégorie. C'est pas bête de sa part, il a un potentiel, hein. Alors maintenant il a déjà perdu à l'UFC, au début quand il est arrivé, ça y est, il avait une tronche, il a gagné son premier combat assez facilement, on s'est dit, oh, ça y est, le gars c'est la future superstar. Bon, très vite ça a été calmé, mais il est encore jeune, il a largement le temps de monter dans les rankings. Écoutez, à son âge, il a raison de vouloir être actif, tant que t'es jeune, tu peux le faire. Et puis bon, bah voilà, c'est vrai que faire son combat à la Sphère, à Las Vegas, pour le jour de l'indépendance du Mexique, et puis c'est à la clé une entrée dans le top 15, plutôt intelligent de sa part. Ensuite, on a Joe Rogan qui a donné son avis sur le combat Covington-Leon Edwards. Et il dit quelque chose, je suis entièrement d'accord avec lui. Il dit Covington, je trouve qu'il est un peu sous-estimé. Il a détruit tout le monde à part Kamaru Usman. Et c'est vrai que tous ces combats à Covington, franchement, il a marché sur les mecs, hein. Que ce soit Woodley, bon Woodley un peu sur la fin, mais ok.
Masvidal, enfin tous les gars qu'il a affrontés, il a vraiment rendu la chose facile, bon sauf les défaites qu'il a eues. Mais c'est vrai que le combat contre Edwards, moi j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. D'ailleurs, il y a le coach de striking, Owen Roddy, si je dis pas de bêtises, à Conor McGregor qu'on a parlé, j'en parlerai demain. Et puis on a Michael Venom Page, ça fait un moment qu'on a entendu parler de lui. On se rappelle qu'il a quitté le Bellator, on était quasiment sûr qu'il allait arriver à l'UFC. Et là il a dit écoutez, on en parle, on est très proche, mais il y a toujours des petites choses qui vont pas, donc pour l'instant on est en train de flirter. Moi je pense que ça va se faire personnellement, il a quitté le Bellator, je le vois pas trop retourner au PFL avec la nouvelle version, quoique si on lui propose un gros paquet d'argent, pourquoi pas. Pour ceux qui le connaissent pas, il était surtout connu pour son style très spectaculaire, un coup de genou sauté, coup de pied sauté, il a mis des très beaux KO. Il a déjà perdu aussi au Bellator, il a été faire un combat de bare-knuckle contre Mike Perry, bon, je pense qu'il a pris un gros billet, mais pour sa crédibilité, ça en a pris un petit coup dans l'aile quand même. Maintenant écoutez, moi je pense qu'il va finir quand même par aller à l'UFC. Un petit mot de Raphaël Fiziev, on se souvient qu'il avait perdu son combat sur blessure contre Gamrot, il est de retour à l'entraînement, chez lui j'ai envie de dire au Tiger Muay Thai, donc j'espère qu'on le reverra prochainement. On a Matt Brown qui a donné son avis sur un combat en MMA entre Jake Paul et Ned Diaz, il dit moi je suis sûr que Jake Paul va gagner, il dit regardez en boxe anglaise il l'a dominé, tout le monde nous dit que Ned Diaz est bon au sol et meilleur que Jake Paul, c'est vrai, mais c'est quand la dernière fois que vous avez vu Ned Diaz amener quelqu'un au sol, je pense qu'il n'arrivera pas à amener Jake Paul au sol. Écoutez, je sais pas, je pense que moi, si ce combat a lieu et que Ned Diaz veut vraiment la victoire, il va forcer le takedown pour l'avoir le plus vite possible. Et une fois que ça va être au sol, alors là, je pense qu'il va le terminer. Hein. J'avais dit ça avec Almeida et Lewis, mais on peut pas comparer, à mon avis. Là, je pense que vraiment, Ned Diaz pourrait terminer Jake Paul. Maintenant, ce combat, j'ai l'impression qu'il est pas parti pour avoir lieu. Donc écoutez, on en reparlera si c'est le cas. On a Joe Rogan qui est un des seuls à avoir de l'intérêt dans l'entraînement de Tony Ferguson avec David Goggins. Il dit ouais, moi je pense qu'il y a toujours des choses à apprendre, surtout quand ça touche à l'endurance. Donc écoutez, la plupart des fans de MMA disaient que ça servait à rien puisque c'était pas de ça dont avait besoin Tony. Maintenant moi je vous l'ai dit, vu au point où il en est dans sa carrière, Tony Ferguson, mentalement il doit quand même en avoir pris un coup. S'il peut faire quelque chose qui lui donne l'impression d'être tiré vers le haut, ça peut lui faire que du bien. Et puis la dernière info assez drôle, je suis retombé là-dessus. Au mois de décembre 2016, le classement pound for pound, c'était numéro 1 Demetrius Johnson, numéro 2 Conor McGregor, ensuite Dominic Cruz, Daniel Cormier, José Aldo. Il y avait même Michael Bisping qui était dans le classement, il était 9ème. Donc McGregor, il venait de battre Alvarez à New York, donc il était au top de sa carrière. Demetrius Johnson, il nous faisait rêver. Bon John Jones, il était sur le côté, j'ai envie de dire. Mais voilà, Demetrius, Conor McGregor, Dominic Cruz, ça nous ramène quelques années en arrière. Écoutez, on a fait le tour de l'actu pour aujourd'hui, c'était assez dense, beaucoup de flash infos j'ai envie de dire, et on passe à la minute auditeur. La minute auditeur, je la commence avec Lixi Code 9631, j'ai oublié d'en parler hier, il m'avait demandé de dire un petit mot des championnats du monde amateurs. J'ai complètement zappé hier, alors je vais être très honnête avec vous, vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé, je crois que c'est Corto JC m'en a parlé aussi, j'ai suivi de très très loin, très honnêtement. Ce qu'on peut en dire, c'est qu'on a Souil Areski qui est médaille d'or, on a Delphine Benoît qui est médaille d'argent, on a plusieurs médailles de bronze, et moi je voulais dire un petit mot de Paul Denis Navarro. Vous savez, si vous le connaissez pas, c'est un combattant de MMA amateur, champion de France, il a participé au championnat du monde, il a fini 5 ou 6ème, 5ème, ouais c'est ça. Mais en fait, il a une chaîne YouTube et franchement, ça marche plutôt bien. Moi, j'ai des amis qui suivent même pas vraiment le MMA, mais ils connaissent ce gars-là. Et il est jeune, hein, je pense qu'il doit avoir une vingtaine d'années. Honnêtement, je voulais saluer son courage et sa perte de burn, j'ai envie de dire, parce qu'à son âge, s'afficher sur YouTube en faisant des vidéos super bien montées sur sa préparation, etc. Honnêtement, il s'expose un peu aux trolls d'internet, j'ai envie de dire, à tous les mecs qui vont lui sauter dessus à la première occasion. Mais honnêtement, à son âge, c'est très mature. Et surtout que si un jour il devient pro, parce que quand t'es amateur et au niveau où il en est, je pense qu'il a quand même pour ambition de devenir pro, il aura une grosse base de followers, comme on dit sur les réseaux, et ça peut aider à signer dans une grosse ligue, hein, on le sait. Des fois, t'as deux mecs à niveau égal, on va signer celui qui a le plus de followers parce qu'il va ramener de l'audience. C'est comme ça que ça se passe. Donc écoutez, moi je regarde pas trop ces vidéos, c'est des amis qui m'en ont parlé, j'ai regardé un petit peu, et franchement, gros respect à lui de faire ce qu'il fait. Ensuite, on a Corto JC qui nous parle un petit peu de... Ah oui, il m'apprend une nouvelle sur John Jones que je ne savais pas. Il dit, j'ai entendu une rumeur, il paraît que John Jones aurait ramené un test de dopage pas très clean et qu'ils auraient pris l'excuse de la blessure à l'épaule. Alors honnêtement, j'en ai pas du tout entendu parler. Si c'est vrai et que ça finit par exploser, c'est un cauchemar pour l'UFC. Hein. Honnêtement, ils vont perdre toute crédibilité. John Jones, pareil. J'espère que c'est pas vrai, très honnêtement. Et puis il me dit ouais, moi je pense que ça va se finir par un Aspinal contre Gane en France en début d'année. Bah écoute, ce serait magnifique. Ce serait magnifique. Maintenant, ce serait un beau cadeau pour Gane, un peu moins pour Aspinal, parce qu'Aspinal il serait mieux à défendre sa ceinture chez lui.
C'est vrai que Aspinall il veut pas prendre Gane tout de suite, hein, on l'a très bien compris, mais je pense pas qu'il soit assez puissant aujourd'hui, c'est pas un Conor McGregor, c'est pas un John Jones, pour choisir qui il va affronter. Il va peut-être devenir l'un des meilleurs poids lourds de l'histoire, mais pour l'instant il vient seulement de prendre la ceinture intérim. Je pense pas que l'UFC, s'ils veulent le faire affronter Gane, ils vont lui faire affronter Gane, hein, très honnêtement. Et puis ensuite, on a Andy qui me dit ouais, je suis d'accord que Makhachev c'est un nouveau départ depuis qu'il a mis son KO. Avant, on le voyait que comme un lutteur, mais il faut pas oublier que dans 3 ou 4 combats, il est à la retraite. Ouais, c'est assez marrant parce que c'est vrai que moi j'ai pas l'impression qu'il va faire de vieux os Islam Makhachev, il va suivre un peu les pas de Khabib, surtout s'il a gagné de l'argent. Moi je pense que c'est des mecs qui vivent assez simplement au Daghestan. C'est vrai que dans 3-4 combats il pourrait se retirer. Alors est-ce que pour finir ces combats là, s'il défend sa ceinture, moi j'aimerais qu'il la défende encore au moins. Parce que là il l'a déjà battu, il l'a prise à Oliveira. Ensuite, il a défendu 2 fois contre Volkanovski. Là, il va redéfendre contre Oliveira. Moi, j'aimerais qu'il la défende encore au moins 2 fois. Je sais pas, peut-être Geji, peut-être un mec comme peut-être Saroukian qui va monter, ou Gamrot, ou je ne sais qui. Et puis, bah, je pense qu'il voudra finir en apothéose en allant chercher la ceinture des poids welter. C'est mon avis. Mais ouais, il n'y a rien d'officiel là-dedans. Mais oui, moi aussi, je pense qu'il va pas faire de vieux os, notre ami Islam Makhachev. Écoutez, c'était le tour de l'info pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter si vous voulez qu'on échange un peu dans la minute auditeur, à liker. Et on se retrouve demain à 17 h. Salut!